Limiter la portée. Bon, maintenant qu'on est capable de caster un spell sur notre grille, ça serait très utile de pouvoir limiter sa portée parce que sinon, toutes les spells vont pouvoir être castés n'importe où puis c'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va faire la portée de tous nos spells avec différents patterns et tout. Donc, on est parti. Mais avant de commencer à aller faire ça, il y a un petit quelque chose que je vais aller changer dans notre grid, dans notre grid pathfinding en fait. Donc, dans BP Grid Pathfinding, il y a plusieurs endroits ici qu'on essaie de regarder si notre triangle regarde par en haut. Comme ça, ici, dans ma fonction getNeighborIndex for triangle, juste ici, je regarde si mon triangle est facing up. Et à tous les endroits où on regarde si un int était even dans ce code-là ici, dans ce blueprint-là, si tout on fait toute la même chose, on regarde si le triangle il regarde par en haut. Donc ici, 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 même chose en bas ici et là. Donc il y a plusieurs endroits où est-ce qu'on utilise ça. Et cette fonction-là va nous être utile aussi pour la génération de nos patterns pour nos spell range. Donc, ce que je vais faire, c'est juste prendre ce bout de code-là qu'on utilise un peu partout et on va aller le mettre dans une fonction à part, dans une function library. Comme ça, on va pouvoir la réutiliser de plusieurs endroits. Donc, je vais retourner ici et je vais aller dans mes utilities et j'ai mon BFL tile data. Donc, je vais ouvrir ça ici et me créer une nouvelle fonction pour faire ça. Et voilà, donc voici ma fonction. Je l'ai nommée isTriangleTileFacingUp parce qu'elle fait simplement regarder si le triangle regarde par en haut. Donc, c'est très explicatif. Et ensuite, j'ai déplacé la logique à l'intérieur. Donc, je break mon int_point qui est mon index que je reçois en input pour avoir mes deux int. Je regarde si sont even, je les compare, je return le résultat à la fin. J'ai aussi fait sûr que ma fonction soit pure, comme ça va être plus facile à appeler un peu partout. Et maintenant, justement, pour aller appeler la fonction, je vais retourner dans mon BP Grid Pathfinding et ici, dans mon Find the Result, j'ai tous les endroits où cette fonction-là est utilisée. Donc, je vais commencer par en haut, juste ici. Donc, on va remplacer le bout de code qu'on a juste ici par notre nouvelle fonction de cette façon. Donc, on va la connecter et supprimer l'ancien bout de code. Et ensuite, on va faire la même chose pour les prochaines. Donc, ici, c'était la même place. Le troisième, ça nous amène ici, qu'on peut remplacer par notre fonction, comme ça. Et ensuite, on va aller faire la même chose dans l'autre fonction qui est ici. Donc, je vais cliquer sur le prochain et je vais aussi le remplacer ici. Et en fait, ici, c'est un petit peu plus compliqué parce que le x et le y ne sont pas dans la même variable. Donc, il faut splitter notre index et les connecter pour le remplacer de cette façon. Et ensuite, on va passer à la prochaine endroit. Donc, la prochaine endroit qui est ici, celle-là ici, bon, c'est une variable. Donc, on peut simplement déconnecter ce qu'elle avait avant et la connecter directement de cette façon, comme ça. Et ensuite, la dernière endroit, je crois que c'est la même chose, je crois que c'est juste ici, donc je vais juste double-cliquer pour être sûr. Mais oui, ça nous apporte ici, qui utilise aussi l'index 1, donc on peut utiliser la même chose qu'on a utilisé en bas ici. Parfait, on peut le connecter de cette façon. Et voilà, maintenant, on a remplacé le bout de code un peu partout, ce que ça utilisait cette fonction-là à la place. Donc, on utilise une nouvelle fonction à la place de l'ancien bout de code qui était pas très beau. Parfait, donc ça c'est fait. Bon, maintenant on peut passer au spell. Donc, la première chose qu'on va commencer par faire, c'est aller nous créer un enum et une structure pour le data qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, pour ça, je vais aller dans Combat et dans Spells ici, dans Utilities, et je vais me créer un nouvel enum, donc Blueprint Enumeration, et ensuite une nouvelle structure, comme ça. J'ai nommé mon enum i underscore spell range pattern parce que ça va être une liste de tous les patterns qu'on va faire pour nos spells. Donc, toutes les formes de range qu'on va faire aujourd'hui. Et ensuite, pour mon enum, pour ma structure, je veux dire, je l'ai nommé s underscore spell data underscore cast. Et ça va contenir toute l'information qu'on a besoin de savoir pour pouvoir caster un spell. Donc, est-ce qu'on a assez de range, c'est quoi la range, et des choses comme ça. Donc, on va avoir ces deux nouveaux assets-là aujourd'hui et on va les ouvrir les deux maintenant. Et voilà, donc ici à gauche, j'ai mon enum que j'ai rajouté plusieurs éléments à l'intérieur. Ici, ça va être tous les patterns de range qu'on va faire aujourd'hui. Donc, premièrement, j'ai mon pattern none qu'on va probablement juste utiliser pour débugger, mais bon, il est là si jamais on en a besoin. Ensuite, il y a une line, donc une ligne droite. Ensuite, il y a les diagonales qui sont des lignes en diagonale. Ensuite, j'ai le half diagonal. Celui-là, il est un petit peu spécial, mais je vais vous l'expliquer plus tard. Vous allez voir à quoi il sert. Ensuite, j'ai le star pattern qui est en fait, c'est juste une combinaison entre le line et le diagonal. Ensuite, j'ai le diamond qui ressemble beaucoup à la range de déplacement normal sur la grille quand les unités se déplacent. Et ensuite, finalement, j'ai le square. Donc, c'est vraiment juste un carré sur notre grille. On peut avoir beaucoup plus de range que ça, de patterns que ça qu'on va faire dans le futur. Mais pour aujourd'hui, je crois que c'est déjà beaucoup. Donc, on va se contenter de tout ça. Ensuite, à droite, j'ai ma structure ici et ma première variable, c'est ma range. Donc, mon enum qui est à gauche, je l'ai mis à droite dans ma structure. Et ensuite, ma deuxième variable, c'est mon range minimum et maximum. Comme ça, on va vraiment être capable de décider si jamais le spell peut être seulement casté de loin ou de proche et c'est quoi la range entre les deux. Donc, s'il peut seulement être casté à 3 cases de distance,
à partir d'une certaine distance ou des choses comme ça. Bref, vous allez voir à quoi ça sert dans pas trop long. Donc voilà, ça c'est fait. On peut fermer les deux nouveaux assets. Et ce qu'on va faire, c'est aller ajouter notre nouvelle structure, donc la structure cast, à l'intérieur de notre structure de spell data pour pouvoir la mettre dans notre data table. Donc, je vais la mettre juste ici. Et voilà, juste comme ça, donc j'ai ma variable cast ici qui est de type de la même structure qu'on vient de créer aujourd'hui, évidemment. Donc voilà, maintenant on peut fermer et sauvegarder cette structure-là et aller dans notre data table pour setter les valeurs par défaut de notre spell de test, donc qui est juste ici. Et ensuite, je vais pouvoir changer, mettons, son range. Je vais lui dire un pattern de diamond par défaut. Et pour le min et max range, on va dire 2 et 5. Comme ça, au moins, notre spell va pouvoir être casté à distance et on devrait avoir toutes les informations qui nous sont nécessaires pour appliquer la range sur ce spell-là. Donc, parfait. Maintenant, on peut fermer la data table et passer à la prochaine étape. Prochaine étape qui est en fait encore reliée à nos enums parce que là, on veut pouvoir calculer la range de nos spells et ensuite, une fois que c'est fait, on veut pouvoir l'afficher sur notre grille. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, il nous faut un nouveau tile state qu'on peut pouvoir setter sur notre grille pour avoir une couleur différente. Et c'est ça qu'on va aller faire rapidement. Donc, je vais aller dans ma grille, dans mes utilities et ouvrir mon enum eTileState ici. Je vais me rajouter un nouveau state à la fin que j'ai nommé isSpellRange. Donc, si ça fait partie de la range de notre spell, voilà. Maintenant, on peut le fermer et aller dans notre Grid Machines pour aller appliquer la couleur. Donc, ici, je vais me rajouter une pin dans mon array pour mon nouveau state. Et cette fois, je ne vais pas le mettre à la fin parce que dans le fond, je veux que le reachable il soit moins important que notre isSpellRange. Donc, je vais mettre le reachable à la fin et je vais déplacer mon spellrange juste avant, comme ça. Comme ça, au moins, si jamais on a une state qui a autant le spellrange et le reachable, le spellrange va afficher en avant. Donc, c'est ça qu'on veut parce que c'est plus important. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est setter la couleur. Donc, ici, je vais me choisir une couleur. Et je crois que je vais y aller avec cette couleur-là. Donc, c'est pas très beau, mais je pense que ça va être bon pour l'instant. Donc, maintenant, je peux fermer ça et on va pouvoir sauvegarder ce blueprint et le fermer. Et maintenant, c'est le temps d'aller créer notre action qu'on va utiliser aujourd'hui dans notre debug menu. Donc, on va aller faire ça. Je vais aller dans Player, dans mes actions, dans Grid. Et en fait, ce que je vais faire, c'est me créer un enfant blueprint de mon action Select Tile and Unit parce qu'on veut être capable de sélectionner une case et ensuite, à partir de cette case-là, on veut pouvoir générer la range qu'on veut. Donc, c'est pour ça qu'on va créer un enfant de cette classe-là. Comme ça, quand on va cliquer sur la grille, ça va automatiquement sélectionner la case pour nous. Donc, Create Child Blueprint class, comme ça ici et je vais le renommer action underscore selectile and unit and show spell range. Donc comme ça ici. Et ensuite, je vais le prendre et je vais le déplacer dans mon dossier de combat parce que c'est plus relié au combat qu'à notre grille. Et maintenant, on peut juste l'ouvrir rapidement. Et pour que cette action-là soit capable de s'exécuter correctement, il faut qu'elle soit au courant de la structure de cast du spell qu'on veut être capable de caster. Comme ça, si jamais notre spell a une range plus grande, plus petite ou un pattern différent, notre action va être au courant directement. Donc, c'est pour ça qu'on va se créer une nouvelle variable de type de la structure qu'on vient de créer. Donc, S spell data underscore cast, juste ici, que je vais simplement nommer cast. Et maintenant qu'on a notre variable de créer, on peut passer aux fonctions. Donc, je vais aller dans mes fonctions et la première chose que je vais commencer par faire, c'est overrider la fonction execute action qu'on a ici. Et je vais aussi faire sûr de reconnecter le parent comme ça. Comme ça, au moins, ça va nous sélectionner une case pour nous. Et ça va fonctionner juste parce que notre action, en haut à droite ici, l'action parent de cette action-là, c'est l'action selectile and unit. Comme ça va sélectionner une case quand on va appeler le parent. Et juste pour que ça soit un petit peu plus propre, pour tout ce qui est de la logique de la range de nos spells, je vais me créer une nouvelle fonction. Donc, j'ai ma nouvelle fonction ici qui s'appelle show spell range pattern et je vais aller l'appeler à la fin de mon execute action. Donc, on sélectionne une case et ensuite on fait toute la logique du show spell range pattern. Et on va faire toute la logique de notre action juste ici. Mais par contre, on ne va pas faire la logique de notre action tout de suite. Je me dis qu'avant, ce serait mieux d'aller faire le bouton dans notre interface, comme ça on va être capable de tester plus rapidement si jamais on en a besoin. Donc pour ça, je vais aller faire mon bouton en premier. Donc dans mon debug menu, dans mes actions ici, je vais me dupliquer un bouton et le bouton que je vais choisir, c'est un bouton qui a déjà une combo box à l'intérieur, juste pour nous sauver un peu de temps. Donc je vais prendre mon button action set tile type ici, qui a déjà une combo box à l'intérieur. Donc je peux dupliquer ce bouton-là et je vais le renommer button action show spell range pattern. Et voilà, maintenant on peut l'ouvrir pour aller modifier quelques trucs à l'intérieur. Et ici, comme d'habitude, j'ai pas changé grand-chose. J'ai commencé par juste renommer le texte qui est sur mon bouton pour que ce soit Show Spell Range. Et ensuite, j'ai changé le left click action qui est ici pour la nouvelle action qu'on vient de créer. Donc, action underscore selectile and unit and show spell range pattern, juste ici. Et pour le right click action, on a absolument besoin de rien parce qu'on va rien faire quand on va faire un clic droit, seulement un clic gauche.
Ensuite, pour notre combo box, j'ai seulement renommé le component et on va rajouter les éléments à l'intérieur dans notre graphe comme on le fait habituellement. Donc, on va aller faire ça rapidement dans le graphe ici. Ça va être dans le préconstruct juste ici. Et comme d'habitude, c'est pas très compliqué, il faut juste remplacer notre enum qu'on a ici dans la for each loop. Donc, on va prendre notre nouvel enum, eSpellWrench pattern, qu'on peut connecter à notre adoption à la place de l'ancien, que je peux supprimer complètement parce qu'on n'en aura plus besoin. Et voilà, on remplace notre enum avec le nouvel enum comme ça. Donc maintenant, notre combo box devrait avoir tous les bons éléments à l'intérieur. Oh, en fait, j'ai complètement oublié. Je viens de réaliser qu'il manque quelque chose dans le designer. J'ai oublié de me rajouter une variable pour ma range parce qu'on veut être capable de modifier la range de notre spell pour pouvoir le tester. Donc voilà, ici, je me suis rajouté une spinbox with name pour un vecteur de dé parce qu'on a un minimum et un maximum de notre range. Et ici, bon, j'ai changé les variables à droite. Donc le name, c'est range. Le min-max value, c'est 0 puis 1 million. C'est pas vraiment important. Le min-max slider, j'ai mis 0 puis 20 parce que 20, c'est suffisant, je crois. Pour la valeur par défaut, pour qu'on ait une range de déjà visible, j'ai mis 1 et 5. Comme ça au moins, on a un petit spell avec un peu de range. Le min-max digit, je l'ai mis à 0 et 0 parce qu'il n'y a pas de digit pour la range de nos spells, vu que ça marche en nombre de cases. Et ensuite, snap to delta est à true et le delta est à 1 parce qu'on incrémente seulement d'une case à la fois. Et maintenant, on peut enfin retourner dans le graphe pour vrai et ici aller faire la logique qui passe le data de notre widget à notre action. Et ici, la première chose que je vais faire, c'est la visibilité. Donc, on va commencer par ça. On va cacher notre spinbox si jamais l'action n'est pas sélectionnée et on va la montrer si jamais l'action est sélectionnée. Donc, on peut la connecter de cette façon en même temps que la combo box. Et ensuite, pour tout le reste, bon, pour le clic droit, on n'a absolument rien. Donc, je vais juste tout supprimer ça. En fait, je vais supprimer ça aussi, on n'en a pas besoin. Et ensuite, pour mon cast ici, pour le clic gauche, je vais remplacer le cast par le cast vers notre nouvelle action qu'on vient de créer. Donc, notre action select tile and unit and show spell range pattern, comme ça qu'on peut caster. Et voilà. Et ensuite, on va setter notre variable de cast à l'intérieur de notre action pour setter le data de notre spell de cette façon. Donc, avec un make struct spell data cast, comme ça ici, on va être capable de setter notre variable. Donc, pour les nums, il faut commencer par supprimer la vieille conversion node qu'on avait et la reconnecter comme ça. Et ensuite, pour notre range min-max, on peut prendre la valeur directement de notre spell range, notre spinbox with name qu'on vient de créer, et la connecter de cette façon. Unreal va nous convertir notre vector today vers un in-point pour nous. Voilà, donc maintenant, notre action bouton est fait. Il reste seulement à l'ajouter dans l'interface. Donc, je vais retourner dans mon interface, dans mes tabs et dans ma table de spell ici. Je vais chercher pour la nouvelle action qu'on m'a créée, donc show spell range pattern que j'ai ici, que je peux mettre dans ma vertical box, et je vais lui donner un petit 2 de padding comme toutes les autres. Voilà, donc maintenant, on devrait être capable de pouvoir tester si jamais on en a besoin. Donc, on peut fermer tout ça, on va fermer la table et le bouton, et on va aller maintenant se concentrer sur notre action. Mais par contre, pour obtenir la liste de nos cases qui sont targetable par notre spell, on va aller faire ça dans notre combat system parce que dans le fond, c'est le combat system qui est au courant de c'est quoi les cases de notre grille, est-ce que les cases sont targetable, est-ce qu'il y a des obstacles dans le chemin ou des choses comme ça. Donc, on va aller faire ça directement dans le combat system. Donc, je vais aller ici, combat system, je vais l'ouvrir et me créer une nouvelle fonction. Je l'ai nommé Get Spell Range et je lui passe deux choses. Un, l'Origin Index, donc l'endroit où ce que nous sommes sur notre grille quand on essaie d'obtenir la range de notre spell, parce que c'est important, c'est le point de milieu de la range. Et ensuite, le cast structure de notre spell. Donc, ça va contenir toute l'information qu'on a besoin pour dessiner notre range, pour obtenir la range. Et ensuite, on la retourne à la fin. Donc, on return un array de index ici, que c'est le range index. Donc, la range de notre spell. Maintenant, on peut aller appeler cette fonction-là dans notre action. Comme ça, on va pouvoir la dessiner sur la grille aussitôt qu'on va pouvoir être capable de la tester. Et la logique de la fonction est relativement simple, donc c'est comme ça que ça va. Ici, on commence par clearer les cases qui avaient déjà le state sur elle, donc les cases qui étaient déjà isSpellRange, on les enlève. Comme ça, on repart à 9. Ensuite, on fait sûr que notre selected tile est valide parce que c'est possible que si jamais on essaie de le désélectionner, on clique ailleurs sur notre grille ou on n'en a aucune de sélectionnée, ce n'est pas valide. Donc, on s'assure que le selected tile est valide avant d'essayer de calculer notre range. Ensuite, une fois qu'on est sûr que notre index est valide, on appelle notre combat system et on lui demande de calculer notre range pour nous, comme ça ici. On lui passe le selected tile comme origin index et ensuite le cast structure pour qu'il ait toutes les informations qu'il a besoin. Et ensuite, à partir du range index, on loupe à travers toutes les range index et on les highlight sur notre grille. Donc, on les marque comme étant is in spell range juste ici.
Comme ça, on va avoir notre spell de dessiner sur notre grille. Et c'est tout pour l'action pour l'instant. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller dans notre combat system et faire la logique de notre fonction getSpellRange. Mais en fait, cette fonction-là va être super compliquée, elle va être énorme et je ne veux pas avoir un paquet de trucs qui traînent dans notre combat system qui ne sont pas vraiment reliés au combat system. Donc, ce que je vais faire à la place, c'est me créer une nouvelle fonction dans une fonction de librairie qui va faire relativement la même chose, mais en enlevant toutes les dépendances à la grille, des choses comme ça. Dans le fond, le combat system va juste filtrer le résultat de cette autre fonction-là, une fois que tous les calculs vont être terminés. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller nous créer une nouvelle fonction dans notre fonction de librairie de nos spells que notre combat system va appeler. Donc, je vais retourner dans Entry, je vais aller dans Combat, Spell, ici dans Utilities, on a notre BFL Spells, ici, que je vais ouvrir, et à l'intérieur, je vais me créer cette nouvelle fonction-là. Et donc, j'ai nommé la fonction getIndexesFromPatternAndRange et je lui passe 4 inputs. Oui, 4. Ici, dans le fond, les deux premiers sont simples. Le premier, c'est l'origine index. Donc, la même chose qu'on avait dans le combat system. InPoint, facile. Le deuxième, c'est le grid shape parce que, dans le fond, notre fonction va devoir savoir quel est le grid shape qu'on utilise pour faire le calcul de nos ranges parce que le calcul va être complètement différent d'une grille en triangle, d'une grille en carré ou en hexagone. Puis vous allez voir, c'est un gros bordel puis c'est de l'enfer. Mais bon, ça, vous allez voir dans pas trop long. Ensuite, on a les deux dernières, qui est le range pattern et le range min-max. Dans le fond, c'est les deux variables qui sont à l'intérieur de notre cast structure. Mais à la place de passer directement la structure à notre fonction, je le passe séparé comme ça. Parce que dans le futur, on va rajouter plusieurs choses dans notre structure de cast, comme par exemple, est-ce que le spell a besoin d'une line of sight ou est-ce que le spell est en zone, des choses comme ça. Donc, on va rajouter plein de choses à l'intérieur de notre structure que cette fonction-là n'a pas besoin. Donc, c'est pour ça que je la split ici. Comme ça, on se passe seulement les informations qu'on a besoin. Et ensuite, à la fin, je return un array de index, la même chose qu'on faisait dans le combat system. Donc, un array d'endpoint juste ici. Maintenant, on va aller appeler cette fonction-là dans le combat system. Donc, je vais retourner ici et on va l'appeler de cette façon. Donc, à la place de le connecter comme ça, on va juste appeler notre fonction. C'est simple, on appelle la fonction. Pour l'origine index, on prend le même origin index, facile. Pour le grid shape, on demande à notre grid, OK, c'est quoi ton grid shape? C'est simple aussi. Et ensuite, pour le dernier, on prend notre cast, on a juste à le briquer pour accéder aux deux variables qui sont à l'intérieur et on peut le passer à notre fonction. Et voilà, maintenant, notre fonction est faite. On est prêt à aller faire toute la grosse logique qu'on a besoin de faire aujourd'hui. Et en fait, il y en a beaucoup de choses. Et tout ça, ça va être dans notre function library. Comme ça ne touche pas au combat system du tout. Comme ça, ici, on va pouvoir créer toutes les fonctions qu'on a besoin et on en a besoin de plusieurs pour chacun de nos spell patterns. Donc, on va avoir beaucoup de fonctions et on va avoir beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment nécessaires dans le combat system. Donc, c'est mieux de les avoir indépendants à côté. Et en fait, cette partie-là va être un petit peu spéciale parce que c'est un gros bordel. C'est le genre de bordel que ça prend des heures à faire, vraiment des heures, et j'aurais vraiment préféré le faire en C++ au lieu d'en Blueprint. Parce que juste aligner les petites boîtes ensemble pour faire que ce soit un petit peu beau, là, ça m'a pris des heures. Puis, ça me tente pas que vous le faites parce que honnêtement, c'est une perte de temps complètement. Donc, ce que je vais faire à la place de vous montrer le code dans un écran comme ça, je vais simplement copier tout le code online sur un site web à quelque part et je vais juste vous le donner. Comme ça, vous allez pouvoir le copier-coller et ensuite, on va pouvoir passer à travers les fonctions ensemble juste pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne et que vous avez une bonne idée de comment ça marche. Mais 90% du code, c'est juste de l'addition de chiffres pour trouver les offsets de nos index et tout, trouver tous nos index de tous nos patterns. Donc, honnêtement, ça ne vaut pas la peine qu'on fasse ça ensemble. Ça va juste rallonger la vidéo de genre 5 heures pour absolument aucune raison. Donc, c'est pour ça que je vais juste vous le donner et on se revoit dans 30 secondes. Et je suis de retour. Et ici à gauche, vous pouvez voir que j'ai créé toutes mes fonctions. J'en ai tout plein, tout plein, tout plein. Et en fait, quand je suis in-game, je suis capable de dessiner tous les patterns que je veux. Donc, parfait, on voit que tout fonctionne et je crois que ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Je vais vous montrer un peu tout ça rapidement. Donc, ici, j'ai toutes mes fonctions ici. Et en fait, je ne vais pas aller au travers de toutes mes fonctions directement dans Unreal. À la place, je vais la faire ici sur Blueprint UI. Ici, j'ai rajouté toutes les fonctions pour vous, dans le fond, que vous pouvez ouvrir une par une et les reproduire de votre côté. Donc, ici, pour chacune de mes fonctions, si on les ouvre, on voit que le code est là et c'est possible de le copier-coller dans Unreal et ça devrait fonctionner. Je vais aussi en prendre quelques temps, un peu de temps pour juste scroller à travers toutes mes fonctions à l'intérieur de la vidéo, là, donc dans Unreal en full screen pour qu'on voit tout comme il faut. Comme ça, au moins, si jamais les liens ils brisent dans le futur, on va être quand même capable de les reproduire. Mais bon, pour l'instant, je vous laisse un peu de temps pour copier tout ça et on se revoit dans pas trop long.
OK, bon, maintenant, faisons le tour de tout ça un petit peu ensemble, juste pour vous expliquer un peu comment ça marche. Donc, ici, dans le fond, la fonction d'entrée, c'est la fonction getIndexes from pattern and range, qui est la fonction qu'on a créée ensemble. Donc, il n'y a rien de nouveau ici. C'est juste la fonction d'entrée qui commence et qui va appeler toutes les autres fonctions ensuite. Et bon, à première vue, cette fonction-là a de l'air compliquée, mais dans le fond, c'est super simple. Elle fait pas grand-chose. Elle fait simplement switcher sur le range pattern pour décider quelle autre fonction appeler. Parce que cette fonction-là fait pas absolument rien. Elle fait juste appeler la bonne fonction. Donc, on a les autres fonctions ici. On a les différents patterns. Donc, on a line, diagonal, half diagonal, star, diamond, square, et etc. Si jamais on a d'autres patterns à ajouter, on va les ajouter en bas ici. Et dans le fond, cette fonction-là, elle fait absolument rien. Elle fait simplement appeler la bonne fonction dépendant du range pattern et ensuite, elle retourne le résultat à la fin. Et ensuite, comme vous pouvez voir, toutes les fonctions de getPattern ici sont toutes formatées de la même façon. Donc, on a toutes les mêmes inputs et le même output parce que toutes les fonctions font exactement la même chose. Ça fait simplement nous retourner la liste des index qu'on a besoin pour les différents patterns. Donc, si jamais on va ici dans le pattern de line pour s'en servir comme exemple, on voit que la fonction est formatée de cette façon et c'est la même chose pour toutes les autres. Donc, au début ici, on loop à travers notre range pour qu'on puisse générer toutes les cases au milieu de notre range. Donc, entre le premier index et le dernier index, on va générer toutes les cases au milieu. Et ensuite, dépendant du grid shape, on fait simplement additionner des chiffres ensemble juste pour retrouver le résultat qu'on veut. Donc, si jamais c'est un carré, c'est cette logique-là. Si c'est un hexagone, c'est cette logique-là. Si c'est un triangle, c'est cette logique-là. Et c'est la même chose pour toutes les fonctions. Toutes les fonctions ici, les getPattern fonctions, ils font toutes la même chose. Ils font seulement additionner des chiffres ensemble, les mettre dans un array et retourner l'array à la fin. Donc, si mettons, on va voir les autres, comme ici diagonal, on voit que la fonction est formatée de la même façon. Au début, on loop et ensuite, dépendant de notre grid shape, on fait des logiques différentes pour les maths. Et ensuite, half diagonal, bon, celle-là est plus simple un peu. Star est un peu plus simple. Ensuite, le diamond, celle-là est très compliquée. Et le square, donc c'est ça. Chaque fonction a une logique différente dépendant du forme de la grille, mais le format de la fonction est la même. Donc, les fonctions, ils fonctionnent exactement toutes de la même façon. Et vraiment, la plus compliquée, c'est la diamond ici, là, qu'on voit que le triangle est vraiment complexe et l'hexagone aussi. Mais bon, le carré est quand même simple, puis il y a d'autres for loop à l'intérieur. Mais bon, au final, la logique est la même. Ils font seulement additionner des chiffres ensemble juste pour nous retourner la liste des index qu'on veut utiliser à la fin. Et ensuite, justement, pour les fonctions qui sont un petit peu différentes, donc ici on a le half diagonal et le star. Donc on va commencer par le half diagonal, qui dans le fond c'est super simple, ça prend notre diagonal, mais ça divise sa range par 2 avant de l'appeler. Donc c'est la même chose que les diagonales, on prend des lignes qui sont en diagonale, on prend les index qui sont en diagonale, mais on divise la range par 2. Et ça, la seule utilité de cette fonction-là, c'est dans le star, parce que je trouve que c'est un petit peu plus beau quand il y a les diagonales du star, quand on est sur différents grid shapes. On va aller voir le star peut-être. Dans le fond, ici, quand on utilise une grille en carré, je trouve que les diagonales normales sont correctes. C'est très bien, ça donne une belle étoile, puis je trouve que la range fait du sens. Mais par contre, quand c'est un hexagone ou un triangle, j'aime mieux utiliser des demi-diagonales pour les diagonales. Je trouve que ça donne un plus beau résultat sur la grille. Mais bon, vous pouvez choisir. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les half diagonales ici. Vous pouvez utiliser les diagonales pour toutes les grid shapes si vous voulez, ou l'inverse, vous pouvez utiliser les half diagonales pour le square aussi, si jamais vous préférez ce dessin-là à la fin. Donc, c'est vraiment juste de préférence si jamais vous trouvez qu'une des ranges fait plus de sens que l'autre. Et justement, pour le range de le star, la logique, c'est relativement simple. On prend la range de la line avant, donc on fait des lignes droites à partir d'une case de départ, et ensuite, par-dessus, on ajoute les diagonales. Donc, comme ça nous fait une étoile. On a les lignes droites et les lignes en diagonale, ça nous donne une étoile au final qu'on peut retourner ici à la fin. Et finalement, il y a une dernière petite fonction et c'est la offset index array fonction qu'on a ici. Et ça, la seule job qu'elle a à faire, c'est de prendre l'array qu'on lui passe et d'ajuster un offset sur toutes les index qui sont à l'intérieur de cet array-là. Puis dans le fond, la seule utilité de cette fonction-là, c'est juste pour déplacer notre range sur notre grille parce que en ce moment, toutes les get patterns, ici, toutes les fonctions de get pattern fonctionnent toutes de la même façon. Et par ça, je veux dire qu'elles génèrent les index autour de l'index 0, comme si jamais on générait notre pattern autour de l'index 0 en tout temps. Donc ça, c'est juste pour nous donner un peu plus de flexibilité. Mais par contre, dans notre cas, ce qu'on veut, c'est avoir notre range de notre spell à la bonne place sur notre grille. Donc, si jamais on génère notre range autour de 0, ça va toujours le placer à 0. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Si jamais on était sur la case 5-5, par exemple, on va additionner 5-5 sur notre range juste pour la déplacer à la bonne endroit. Donc, comme ça va fonctionner avec tous les autres patterns ici qui ne sont pas obligés de se casser la tête avec ça. Ils ne sont pas obligés de savoir dans quel index qu'on est vraiment. Ils font seulement générer leur pattern à partir de l'index 0. Donc, comme ça, c'est possible qu'ensuite on puisse l'additionner, le déplacer comme on veut. Donc, les patterns sont super génériques et si jamais on veut les réutiliser à des endroits différents avec différents offsets, on peut le faire. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que cette fonction-là, elle existe et c'est pour ça qu'on l'utilise à la fin de notre getIndex from pattern and range. Donc,
pour chacune de nos fonctions, on génère notre liste d'index, mais ensuite, on l'offset juste pour le placer au bon endroit. OK, bon, on devrait maintenant être capable de pouvoir aller tester, mais avant, je me suis rendu compte qu'on a un petit bug dans notre interface, dans le fond, dans le bouton qu'on a créé aujourd'hui, donc le bouton Action Show Spell Range Pattern, comme ça ici. J'ai oublié d'implémenter notre événement quand on modifie notre range, donc ça ne modifie pas le résultat in-game pour vrai. Donc, ce que je vais faire, c'est aller dans le bouton et je vais implémenter mon événement ici en bas à droite, Value Change. Donc, je vais implémenter ça et je vais juste aller le connecter avec l'autre event de la combo box juste ici. Comme ça devrait updater comme il faut in-game. Bon, maintenant, on devrait être capable d'aller tester pour vrai. Donc, je vais retourner in-game ici et en fait, je vais tester ça sur une grille tactique juste pour que ce soit un petit peu plus facile à voir. Et donc voilà, si je clique sur ma grille maintenant, bon, ok, j'ai ma line pattern qui est relativement simple, c'est des lignes. Ensuite, j'ai mes diagonales qui ressemblent à ça. Donc voilà, j'ai des diagonales. Ensuite, j'ai les demi-diagonales. Donc, ok, c'est des diagonales, mais plus courtes, c'est simple. Pour la star, ok, donc ça, c'est à ça que la star ressemble. C'est un mélange entre nos lignes droites et nos diagonales. Donc, c'est relativement simple. Ensuite, on a notre diamond, que lui, c'est une range très normale. Et finalement, j'ai mon square qui est, ben, c'est un square sur la grille, c'est un carré. Et voilà. Et ensuite, pour toutes ces ranges-là, on peut modifier la range pour toutes les patterns, je veux dire. Donc ici, si je décide de commencer ma range à 3, on voit que ça ne touche pas les cases qui sont proches. Et comme ça, ce qu'on peut faire, c'est seulement targeter les cases qui sont super loin comme ça. Donc comme ça, voilà, on peut voir que si jamais on avait un spell, mettons, à très longue portée, ça pourrait seulement targeter ces cases-là, par exemple. Donc ça, c'est à ça que ça ressemble pour notre grille qui est en carré. Ensuite, on va regarder c'est quoi ça ressemble sur les autres. Donc, oups, pas ça ici. Je vais changer mon pattern pour un hexagone. Et ensuite, on va recommencer. Donc, ça, c'est les lignes pour un hexagone. Je ne sais pas si c'est vraiment ça des lignes pour un hexagone. Mais bon, dans mon cas, ça va être ça mes lignes. Ensuite, j'ai mes diagonales. Oups, pas alpha diagonale. J'ai mes diagonales qui sont comme ça. Donc, ça skip une case sur deux parce que c'est comme ça que les diagonales fonctionnent, je pense, sur un hexagone. Eh, on dirait que ça fonctionne anyway. Ensuite, j'ai mes demi-diagonales qui sont un peu plus courtes. Et ensuite, j'ai mon star. Donc, ça ici, contrairement au carré, mon star utilise les demi-diagonales au lieu d'utiliser les longues diagonales parce que je trouve que c'est un peu plus beau. Parce que si jamais on utilisait les vraies diagonales ici, je vais juste comparer avec les vraies diagonales, on voit que ça va beaucoup plus loin. Donc, c'est pour ça que j'utilise les demi-diagonales pour les star patterns, comme ça. Parce que je trouve que c'est juste un petit peu plus beau. Sinon, les diagonales seraient beaucoup plus loin. En fait, ça serait mieux techniquement si on roundait up la range. Mais bon, ça peut être modifié par spell. Donc, voilà. Donc, ça, c'est nos stars sur notre grille en hexagone. Ensuite, on a le diamond qui ressemble à ça. C'est relativement très simple. Et le carré qui ressemble à un carré, comme ça. Donc, ça, c'était pour nos hexagones. Et finalement, on a notre grille en triangle ici. Allez voir à quoi ça ressemble. Donc, on va recommencer du début. Nos lignes, bon, ok, ça ressemble à des lignes. C'est relativement simple. Les diagonales, bon, c'est simple. C'est des diagonales. Ensuite, les demi-diagonales, même chose, sont juste plus courtes. Et finalement, pour le star, lui aussi, on utilise les demi-diagonales parce que sinon, c'est pas très intéressant. En fait, les stars sont juste très beaux sur la grille en triangle quand c'est une longue range, sinon c'est pas très beau. Mais bon, donc c'est à ça que le pattern ressemble. Et ensuite, pour mon diamond ici, ok, là, la range est trop longue. Comme ça, bon, ok, là j'ai mon diamond et on voit que le diamond ici, il flippe si jamais on était sur une case qui regarde par en haut ou une case qui regarde par en bas. Donc ça, c'est une des spécialités de la grille triangle. Elle est différente dans tous les cas et c'est génial. Mais bon, donc voilà, ça c'est notre pattern. Et ensuite, finalement, on a le pattern de square qui est juste un carré sur la grille lui aussi. Donc voilà, donc ça, c'est toutes les ranges qu'on a. Et pour toutes les grilles, évidemment, on peut changer la range dépendant de la range qu'on veut avoir sur nos spells. Donc, comme ça ici, si jamais on voulait avoir un spell un petit peu étrange comme ça. OK, donc ça fonctionne. La seule chose que, par contre, j'aime pas ici, c'est qu'il faudrait aller changer une autre petite chose dans l'interface parce qu'en ce moment, je vois que si jamais on change ces valeurs-là, ici, ça les applique pas automatiquement. Il faut toujours cliquer sur la grille pour appliquer les valeurs. C'est pas génial. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller faire en sorte que ça applique les valeurs automatiquement. Comme ça, ça va être plus facile à tester. Même chose pour la range, parce qu'en ce moment, je change ma range, mais il faut que je reclique pour que la range s'applique. Donc, c'est un petit peu fatigant. Donc, on va aller changer ça rapidement. Donc, je vais faire stop et aller dans notre bouton ici pour aller faire ça. Et pour faire ça, c'est simple, je vais simplement aller à la fin ici, après avoir appliqué toutes les informations de notre cast dans notre action. Et ce qu'on va faire, c'est premièrement, on va commencer par s'ajouter un délai. Parce que dans le fond, si jamais vous vous rappelez pas, ici, si on retourne au début, notre unvalue change, notre spinbox, ça se fait appeler à toutes les frames tant qu'on est en train de slider sur le slider. Puis dans le fond, ça c'est très souvent. Et on ne veut pas régénérer notre range à toutes les frames parce que sinon, ça va coûter vraiment trop cher en performance pour absolument aucune raison. Donc c'est pour ça qu'à la fin, ici, je me rajoute un petit délai.
juste pour que ça soit un petit peu plus limité. Comme ça, on régénère juste 10 fois par seconde, par exemple. Donc, c'est déjà beaucoup mieux que 60 ou 120 fois par seconde. Et ensuite, une fois que le délai est terminé, ce qu'on va faire, c'est juste appeler notre fonction show spell range pattern, qui va juste re-updater le pattern sur la grille. Donc, on update les informations et tout de suite après, on appelle notre fonction qui le dessine. Donc maintenant, si on retourne in-game, ça devrait fonctionner. Et voilà, donc maintenant, si je modifie ma range, on voit qu'elle devrait se mettre à jour automatiquement sur notre grille comme ça. Et voilà, ça fonctionne bien. Comme ça, on peut voir en real time le résultat de nos changements. Même chose, si on change de pattern, on voit que ça l'applique automatiquement. Donc ça, c'est vraiment plus intéressant. Comme ça, on est capable de tester plus rapidement. Parfait. Et en fait, ça me fait penser qu'il y a une autre action qui pourrait profiter de la même logique qui est dans le fond dans le pathfinding ici, dans notre action de select et find path ici on voit que ça génère les reachable, mais en ce moment, si jamais on modifie notre length, il faut recliquer sur une autre case pour que ça génère les reachable. Donc, ça serait bien que si jamais on modifie la length, ça régénère les reachable. Même chose si on inclut les diagonales ou non. Donc, on va aller faire ça rapidement. Et ça, dans le fond, c'est dans notre action, button action, find path to target. Donc, je vais l'ouvrir ici. Même chose, je vais aller dans le graphe ici et je vais aller à la fin. Donc, à la fin de mon action de clic gauche, une fois qu'on applique toutes les variables qu'on a besoin pour générer nos reachable, je vais faire la même chose qu'on a fait juste avant. Donc, on va commencer par nous faire un délai parce que sinon, nos spinbox ils vont faire que les reachable pour se régénérer vraiment trop souvent. Et ensuite, on peut simplement appeler notre fonction de generate reachable qui se trouve à l'intérieur de cette classe-là. Donc, dans notre action de generate reachable, il y a une fonction qui s'appelle generate reachable. Donc, voilà, on va appeler cette fonction-là tout de suite après. Donc, comme ça, maintenant, si jamais on retourne dans Entry et qu'on fait Play ici, je vais juste retourner dans le même mode de vue. Maintenant, dans mon pathfinding, si je sélecte une case et que je find un path, on voit que si jamais je change la length, et voilà, ça régénère les reachable dépendant de notre length de notre path. Même chose, si on inclut les diagonales, on voit que ça l'applique automatiquement. Parfait. Donc, ça va simplifier nos tests un tout petit peu. Bon, donc ça, c'est fait. Maintenant, la prochaine étape, ça serait dans nos spells ici. On est capable d'afficher notre range. Donc, ici, on a tous nos différents patterns de range quand on utilise cette action-là. Mais quand on utilise l'action de select et cast spell et qu'on utilise, mettons, notre test spell, que si vous vous rappelez au début de la vidéo, on avait rajouté du data dans notre data table pour dire que notre spell devait avoir une range. Je pense qu'il y a une range diamond, mais en ce moment, ça n'affiche rien. Donc, il faudra aller l'appliquer à notre spell. Puis aussi, en ce moment, on est toujours capable de caster notre spell n'importe où sur notre grille. Donc, ça limite toujours pas la portée de notre spell. Donc, on va aller faire ça avant de terminer la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on va appliquer toutes nos logiques de notre spell range, mais on va aussi l'appliquer à notre spell lui-même. Donc, on va aller faire ça. Et la première étape pour faire ça, ça va être de commencer par dessiner les cases de notre range sur la grille. Et ça, pour faire ça, c'est simplement aller modifier le bouton Action Cast Spell. Donc, on va ouvrir ce bouton-là. Et ici, bon, OK, on va commencer par sélectionner l'action qu'on avait ici, notre bouton. Et en ce moment, l'action du clic gauche, c'est seulement Selected and Unit. Donc, ça fait simplement sélectionner une case. En ce moment, on veut pouvoir dessiner quelque chose. Donc, on va changer l'action pour Selected and Unit and Show Spell Range. Donc, juste ça, ça devrait déjà dessiner les cases sur notre grille. Maintenant, il faut seulement aller dans le graphe ici et aller à la fin où il y a notre Selected Action left-click. Et on va faire exactement la même chose qu'on avait fait dans notre bouton Action Show Spell Range. Donc, tout ça ici pour setter notre cast et ensuite lui dire de générer les spell range. Donc, je vais simplement copier tout ça et aller le coller ici dans mon blueprint. Je vais un peu me faire de l'espace ici. Ça, je vais l'enlever. En fait, je peux l'enlever ça aussi pour l'instant. Et ici, je vais me réaligner et l'attacher. Pour générer le cast spell, on ne va pas faire ça de la même façon. On va utiliser le data de notre spell. Donc, je vais juste supprimer ça comme ça. Et ensuite, je vais juste réaligner les choses un tout petit peu. Et voilà, juste comme ça, donc c'est un peu plus propre. Et maintenant, il faut seulement setter notre cast qui est ici. C'est l'info qu'on a besoin pour savoir ce qu'on va dessiner sur la grille. Et pour faire ça, on va simplement utiliser notre getSpellData from spell function qui se trouve à l'intérieur de la fonction library. Donc, on lui passe le spell, elle nous retourne le data. Donc, ce que je vais faire, c'est la connecter like so, comme ça ici, juste ici. Et ensuite, on peut splitter le spell data pour pouvoir accéder au cast qui est à l'intérieur. Et ensuite, la dernière chose qu'il faut lui passer, c'est le spell. Donc, on va prendre le même spell qui est dans notre combo box. Donc, je vais juste le connecter comme ça. Et maintenant, on devrait avoir tout ce qu'on a besoin pour pouvoir dessiner notre spell sur notre grille quand on le sélectionne. Donc, maintenant, on va aller tester. Et voilà, ça fonctionne. Donc maintenant, quand j'utilise mon spell, ça dessine la range qui était décrit dans ma data table. Donc ici à droite, si vous regardez, j'ai mon diamond qui est de 2 à 5 et c'est ça qu'on voit dans le monde.
Ensuite, ici, si je décide de changer mon pattern dans la data table, si je resélectionne mon spell, ça va le réappliquer et on voit que maintenant, ça utilise le nouveau pattern. Même chose, on peut changer la range et ça devrait l'appliquer aussi si je resélectionne mon spell de cette façon. Donc, on voit que ça utilise vraiment l'information qui se trouve à l'intérieur de la data table pour la range de notre spell. Donc, parfait. Maintenant, on est capable de dessiner la range qu'on veut in-game pour tous nos spells. Mais par contre, il y a un seul problème ici encore qui reste. On est encore capable de caster notre spell n'importe où, pas seulement dans notre range. Donc, ça, c'est pas très bien. Donc, on va aller faire ça rapidement. C'est simplement de limiter notre casting de notre spell aux cases qui sont à l'intérieur de notre range pour pas qu'on soit capable de le caster n'importe où sur la grille quand même. Donc, on va aller faire ça rapidement. Et ça va se faire à l'intérieur de notre BP Combat System. Donc ici, à l'intérieur de notre fonction de cast spell, ici au début de la fonction, on obtient le data de notre spell et ensuite on fait simplement le caster. Mais bon, entre les deux, ici, il faut se rajouter un petit check juste pour faire sûr que le target index, donc l'endroit où ce qu'on veut caster notre spell, fait partie de la range de ce spell-là. Parce que s'il ne fait pas partie de la range, ben on ne peut pas le caster parce que c'est pas là. Donc c'est ça, on va rajouter un petit check ici juste pour faire sûr que le spell peut être casté, sinon on va juste rien faire, on va pas le caster pour vrai. Et c'est aussi simple que ça ici. En fait, c'est super simple. On fait simplement obtenir la range de notre spell ici avec le get spell range en utilisant l'origin index et le cast de notre structure de data qui est ici. Et ensuite, ça nous retourne notre range. Donc, à partir de la range, on regarde si le target index est à l'intérieur de la range. Et si oui, on va caster le spell. S'il n'est pas à l'intérieur de la range, ben, on ne peut pas le caster. Donc, c'était une case qui est invalide. Donc, on ne fait rien. Donc, juste ça, ça devrait maintenant limiter la portée de nos spells. Donc, on peut retourner une game, aller voir si ça fonctionne. Et voilà, donc maintenant, si j'essaie de sélectionner une case et de caster mon spell, on voit que c'est pas possible de caster mon spell à l'extérieur. Mais par contre, quand je suis sur ma range, on voit que ça fonctionne bien. Donc, ça limite vraiment la range de notre spell à la zone qui se trouve dans la range du spell, en fait. Donc, on voit que ça fonctionne très bien. Ensuite, je peux déplacer ma range ici si jamais j'essaie de caster mon spell à partir de cet endroit-là ou à partir de cet endroit-là ici. Donc, on voit maintenant que ça fonctionne très bien et que nos spells sont maintenant limités à la range qu'ils ont. Donc, parfait. Donc, on a fait tout ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Donc, je crois que ça va terminer la vidéo et on se revoit dans la prochaine. Donc, bye bye.